Diabetes mellitus, le diabète sucré, une maladie mortelle dont les symptômes sont connus depuis longtemps. Une soif inaltérable et une véritable fringale caractérisent cette maladie qui touche le plus souvent de jeunes patients qui meurent de sous-nutrition. On l'appelle diabète sucré en raison de la haute teneur en glucose ou sucre des urines du malade. C'est d'ailleurs en goûtant l'urine qu'on dépistait autrefois le diabète. Longtemps, on a supputé sur les origines de ce trouble du métabolisme. On a accusé d'abord l'estomac, puis le foie. Au milieu du 19e siècle, on pensait à une dysfonction du pancréas. Mais à l'époque, la recherche néglige encore l'étude des glandes internes. En 1889, Charles-Édouard Braun-Séquard, physiologiste et médecin français, réalise une expérience sensationnelle sur lui-même. Il s'injecte un extrait de testicules de cobaye, prétendant que cela améliore ses capacités physiques et intellectuelles. Il popularise ainsi la recherche sur les glandes internes. Dès lors, la recherche se penche sur le pancréas, dont on sait seulement qu'il produit des sucs digestifs. « 1893. On donne aux îlots de Langerhans le nom de celui qui les a découverts 24 ans plus tôt. C'est en effet l'Allemand Paul Langerhans qui décrit pour la première fois ces petits amas cellulaires disséminés dans les lobules pancréatiques. Des années plus tard, on découvre que c'est là que se forme une substance qui permet l'absorption des molécules de glucose par les cellules du corps qui brûlent le sucre, en dégageant ainsi l'énergie nécessaire au processus physiologique. Sans insuline, le sucre enrichirait le sang, ce qui provoquerait un trouble du métabolisme appelé diabète, qui peut entraîner de graves dommages, voire la destruction de certains organes. Strasbourg, dans l'est de la France, à la fin du siècle passé. L'année même où Braun-Séquard effectue son expérience sur lui-même, en 1889, un certain Joseph von Mering et son assistant Oskar Minkowski enlèvent le pancréas d'un chien qu'ils rendent ainsi artificiellement diabétique. Ils prouvent définitivement que le diabète est une dysfonction pancréatique. D'autres expériences semblent indiquer que le pancréas produit une substance dont l'absence entraîne le diabète. On effectue de nombreuses expériences visant à traiter le diabète avec des extraits de pancréas, mais toutes restent sans grand succès. Ces échecs sont dus, prétend-on, à la présence d'enzymes digestives également produites par le pancréas. Ces enzymes sont déversées dans le duodénum par un canal spécifique. Par contre, la substance recherchée se déverserait directement dans le sang. Lors des expériences d'extraction, estime-t-on, les enzymes digestives détruisent cette substance virtuelle. Et toutes les tentatives faites pour neutraliser les sucs digestifs se soldent par un échec. C'est ainsi que les chercheurs ont fréquemment déçu l'espoir des diabétiques d'une découverte d'un produit miracle combattant efficacement leur maladie. En 1901, l'Américain Eugène Hopi découvre que chez les diabétiques, les îlots de Langerhans sont très souvent endommagés. Dès lors, on recherche la substance mystérieuse dans ces amas cellulaires. Et en 1909, on donne à cette substance encore inconnue le nom d'insuline, rappelant le terme d'îlot insulaire. Mais la Première Guerre mondiale survient et ralentit la poursuite des travaux sur cette insuline. Il faut attendre les années 20 pour qu'une équipe de chercheurs canadiens, sous la conduite de Frederick Banting, fasse la découverte. Banting, un médecin, rentre gravement blessé de la guerre. Il ouvre un cabinet, mais échoue, et devient alors répétiteur à la faculté de médecine de Toronto. Il est confronté alors aux travaux de Minkowski et de Langerhans, et il sait que toutes les expériences effectuées jusqu'ici pour traiter le diabète avec des extraits pancréatiques ont été vaines. Banting s'intéresse alors à cette substance inconnue, appelée insuline. Il sait que sa découverte permettrait de sauver la vie de nombreux malades qui, jusqu'alors, ne survivent que très peu de temps et en suivant des régimes draconiens avant de sombrer dans le coma.
Banting veut effectuer des tests sur animaux. Il envisage de laisser dépérir les îlots de Langerhans jusqu'à n'obtenir que leur tissu pour en soutirer l'insuline. Il note cette idée et s'adresse alors pour réaliser ses tests à John MacLeod, un spécialiste dans le domaine du métabolisme des hydrates de carbone. Après avoir hésité, MacLeod met finalement une pièce mansardée de son institut à la disposition de Banting, qui y installe un laboratoire ainsi que le nécessaire pour effectuer ses opérations sur ses chiens cobayes. Il prend comme assistant un jeune étudiant en médecine de 22 ans. Ce Charles Best est très doué pour l'expérimentation. Bientôt, il s'avère indispensable aux travaux de Banting. Le 27 juillet 1921, Banting et Best obtiennent pour la première fois un extrait d'insuline provenant du pancréas d'un chien. Ils injectent cet extrait à un chien qu'ils ont préalablement rendu diabétique en lui enlevant le pancréas. Le taux de sucre dans le sang diminue et se rétablit à la norme. L'état du chien diabétique s'améliore considérablement. Ils arrivent à maintenir un autre chien en vie pendant 8 jours. Mais ensuite, les réserves de l'extrait d'insuline sont épuisées. Pendant ce temps, MacLeod passe ses vacances en Écosse. Lorsqu'il rentre de vacances, il comprend immédiatement l'importance des résultats et charge un biochimiste d'améliorer le procédé d'obtention de l'extrait. Ce James Collip parvient rapidement à trouver une solution relativement simple pour obtenir un extrait qui se conserve bien à partir de pancréas animaux. Il est dès lors possible de fabriquer de l'insuline et de la stocker. On peut passer à la phase de test clinique d'expérimentation sur l'homme. Le premier diabétique traité à l'insuline est un gamin de 14 ans, Leonard Thompson, maintenu jusqu'alors en vie par un régime draconien et inhumain. Son père autorise le traitement de son fils aux extraits d'insuline. C'est donc le 11 janvier 1922 qu'on injecte à Leonard un extrait obtenu par Banting et Best. Le taux de sucre dans le sang diminue de 25%, une nette amélioration, mais insuffisante pour parler d'un véritable succès. Il faut attendre les 23 et 24 janvier pour qu'un extrait, isolé par Collip cette fois, agisse de manière significative. Le taux de sucre diminue de 75%. On continue d'administrer de l'insuline et Leonard Thompson se rétablit. Un an plus tard, en 1923, on passe à la production industrielle d'insuline. C'est à une rapidité incroyable que le procédé d'extraction passe du laboratoire à la production de masse. On extrait l'insuline des pancréas de bœufs, de porcs, de veaux et même de poissons. Si la production industrielle d'insuline est reprise presque aussitôt par tous les pays industrialisés, c'est à la générosité des chercheurs de Toronto qu'on le doit. Ils publient leurs travaux et expliquent comment extraire l'insuline, si bien qu'elle peut être fabriquée dans le monde entier. Une maladie redoutée, car mortelle jusqu'ici, est enfin vaincue. Cette même année, en 1923, Frederick Banting et John MacLeod se voient décerner le prix Nobel. Banting est mécontent que ce prix ne soit pas attribué également à son assistant, Charles Best. Il accepte pourtant cette distinction, mais partage la somme avec Best. Ce que voyant, MacLeod partage son prix avec James Collip. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Banting se porte volontaire. Le 21 février 1941, il part en mission secrète. Son avion s'écrase et il trouve la mort dans cet accident. Selon une estimation grossière, au cours des 50 années qui ont suivi sa découverte,
l'insuline a sauvé la vie de 20 à 30 millions de diabétiques. Cette insuline, facilement disponible aujourd'hui, a eu une conséquence paradoxale pourtant. Le pourcentage de diabétiques a sans cesse augmenté. En effet, la tendance au diabète n'est pas totalement héréditaire, mais elle se transmet à la descendance. C'est ainsi que la demande en insuline n'a fait que croître. Pour faire face à cette demande, on a essayé de produire l'insuline synthétiquement par voie chimique, évitant de l'isoler de millions de pancréas animaux. Mais pour cela, fallait-il encore connaître la structure chimique de l'insuline naturelle. C'est Frédéric Sanger qui découvre cette structure au milieu des années 50, des travaux qui lui valent le prix Nobel en 1958. L'insuline est une molécule polypeptidique, composée de 51 acides aminés. Elle a été synthétisée pour la première fois en 1964. Mais la méthode la plus praticable est toujours de l'isoler de pancréas d'animaux. Nous savons aujourd'hui que le diabète est souvent une maladie immunitaire. Le système immunitaire, qui doit protéger l'organisme de toute intrusion, combat les cellules productrices d'insuline des îlots de Langerhans, si bien que le pancréas n'est plus en mesure de produire suffisamment d'insuline. Une dysfonction pouvant entraîner la mort si l'on ne rééquilibre pas la situation en injectant de l'insuline. Il est pensable qu'un jour, on traitera le diabète en s'attaquant directement au système immunitaire. Certaines formes du diabète de l'adulte ou de la vieillesse par exemple, proviennent de mauvaises habitudes alimentaires. Ces malades ne sont pas dépendants d'injections d'insuline. On peut généralement les traiter avec des médicaments stimulant les cellules productrices d'insuline. Un problème subsiste, les séquelles souvent tardives du diabète. Maladies cardiovasculaires, attaques apoplectiques, troubles rénaux, troubles de la vue. Tant que la recherche n'aura pas conçu de nouvelles formes thérapeutiques prévenant ces dégradations organiques, on ne pourra pas renoncer à l'insuline. Aujourd'hui encore, on l'extrait des pancréas animaux. Mais certains diabétiques présentent une allergie à l'insuline non humaine. On est alors obligé de traiter chimiquement l'insuline animale pour la transformer en une insuline humano-compatible. De plus en plus, l'insuline est fabriquée par génie génétique. L'information génétique pour l'insuline humaine est introduite dans des bactéries qui se divisent et qui produisent de plus en plus d'insuline. On peut ainsi, dans des fermentateurs, obtenir de grandes quantités d'insuline dans des conditions optimales. L'insuline, administrée artificiellement, elle a permis à des millions de malades de survivre en vivant presque normalement.